À Luxor, le soleil se lève dès 5 heures du matin. Pour ces archéologues français, la journée commence. À leur tête, Isabelle Régène. Elle est spécialiste des textes de l'Égypte antique. Chaque année, au mois d'octobre, depuis plus de 10 ans, ils fouillent en plein désert. J'envisage pas d'étudier une civilisation sans me rendre sur le terrain. On attend ça, en fait. Une dizaine de personnes ensemble pendant à peu près un mois. On se retrouve chaque année et tous, on s'apprécie. Il y a des jours où c'est plus ou moins dur, mais on est quand même content d'y aller. Ils se dirigent vers un massif montagneux situé sur la rive ouest du Nil. La matinée commence à peine et la température atteint déjà 40 degrés. صباح الخير يا سيد صباح الخير يا حسان ازيك. Ils vont passer plus de 8 heures dans une tombe étouffante, la TT33. Allez, on va mettre les masques. Dans ces boyaux, l'air est irrespirable. On va mettre les masques anti-ammoniac et anti-poussière. Pourquoi les masques anti-ammoniac? Anti-ammoniac parce qu'il y a eu pendant très longtemps des chauves-souris dans cette tombe. Et du coup, elles ont laissé des souvenirs odorants, on va dire, et notamment le gaz ammoniac est très très fort, surtout quand on descend dans les niveaux inférieurs. Donc on se protège en mettant un masque anti-poussière et un masque anti-ammoniac. Mais là, on va le revêtir en fait un peu plus profondément dans la tombe. Là, pour l'instant, on reste sans. Voilà. L'équipe s'enfonce sous terre. Au XIXe siècle, plusieurs explorateurs ont perdu la vie dans ces couloirs. On sait qu'elle est obscure, elle est dangereuse parce qu'il y a des puits. Et surtout, les gens parlent de millions de chauves-souris qui viennent troubler le voyageur, éteindre son flambeau, enfin le perturber dans sa visite. Et donc, c'est une sorte de tombe maudite et on conseille de ne pas s'aventurer dans ces catacombes. C'est le nom qu'on donne à l'époque. Afin d'éradiquer les chauves-souris et éviter les accidents, la tombe a été murée à la fin du XIXe siècle. Cette porte-là, qui donne accès à la salle 4, était plâtrée, on voit encore les traces. Et donc ça a empêché l'accès au reste de la tombe et au reste des textes. Et on ne savait pas ce qu'il y avait ensuite. Pendant plus d'un siècle, 90% de la tombe est donc inaccessible. Jusqu'en décembre 2005, où une équipe de l'Université de Strasbourg, dirigée par le professeur Claude Tronecker, obtient enfin l'autorisation de percer le mur. Isabelle Régène est présente, elle filme cet événement. Le mur tombé, les archéologues pénètrent dans un incroyable labyrinthe, truffé de puits. Les couloirs s'étendent sur plus de 300 mètres. La TT33 est la plus grande tombe jamais découverte en Égypte. Elle est formée de 22 salles souterraines réparties sur 3 niveaux. Et elle réserve bien des surprises aux archéologues. En décembre 2005, enfin, on rentre dans cette salle et donc on commence à découvrir les textes un à un. Et vous voyez, on est déjà émerveillé par la finesse des détails. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des frises d'objets, ici des colliers. Là, vous avez toute une série de pagnes, des pagnes de différentes formes. Et tout ça, ça représente quoi? Tout ce dont le mort a besoin, tout son équipement en fait pour l'au-delà. C'est sa valise pour l'au-delà en somme.
Les archéologues découvrent que les murs sont entièrement recouverts de milliers de hiéroglyphes. « 2600 mètres carrés de décor, du jamais vu pour les scientifiques. Mais qui a pu se faire édifier un tel monument? Un pharaon? Un grand prêtre? L'équipe française a découvert la personnalité du propriétaire des lieux. Il a vécu 650 ans avant notre ère. Le propriétaire, le voici. Donc vous avez ici Padi Amenhotep qui nous accueille. Ce qui est assez étonnant, c'est que cet homme a une tombe gigantesque. Et on s'attend à trouver des titres qui montraient qu'il était un homme de pouvoir, qu'il avait des fonctions de premier ordre dans le gouvernement. Or, ce n'est pas le cas. Les titres qu'il porte, c'est avant tout des titres d'intellectuel. On sait qu'il était prêtre-lecteur, et ce titre de prêtre-lecteur indique que c'était un spécialiste des textes, un spécialiste des rituels, et qu'il passait ses journées à étudier les textes, à les mettre en œuvre, à les psalmodier, à mettre en œuvre des rituels. La personnalité de Padi Amenhotep intrigue les égyptologues. Et si cette tombe était un grand conservatoire, destiné aux générations futures? C'est ce que semble indiquer ce message gravé à l'entrée d'une des salles. On est vraiment étonné de lire cette inscription, donc qui est un appel aux vivants. Et donc le défunt s'adresse aux vivants, à ceux qui sont sur terre, à ceux qui sont déjà nés, à ceux qui naîtront, donc d'une certaine manière c'est nous. Et il leur dit aussi d'entrer dans cette tombe et de voir ce qui est en elle. Et ça correspond au texte qui couvre cette tombe absolument exceptionnelle. Padi Amenhotep fait de sa tombe une véritable bibliothèque, dont les premières salles devaient être accessibles aux visiteurs. Ceux-ci découvraient alors sur les murs une anthologie des textes funéraires. Les plus anciens datent de plus de 2000 ans avant la construction du tombeau. Ces textes-là se sont transmis depuis le temps des pyramides jusqu'ici dans la tombe de Padi Amenhotep. C'est comme si nous, aujourd'hui, on s'intéressait aux textes du début de l'ère chrétienne. On voulait tous rassembler tous les textes qui ont existé depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours et qu'on les rassemblait dans un même endroit. Donc c'est vraiment une tombe bibliothèque, une tombe musée en quelque sorte. Isabelle quitte à présent la partie supérieure de la tombe pour s'enfoncer dans les profondeurs. On va emprunter ce puits pour descendre au niveau inférieur. Et là, on va mettre notre masque parce que le gaz ammoniaque est très fort. Et donc, il vaut mieux se protéger en revêtant le masque. Voilà. Là, c'est très, très chargé en ammoniac. Quand on va descendre, on va prendre le deuxième puits, ça va être encore pire. Et quand on sera dans le caveau, on aura même les yeux qui piquent. Donc il faut vraiment s'équiper et travailler avec les masques ici. Pendant toute la journée, les archéologues travaillent au relevé des textes, dans cette atmosphère irrespirable. C'est vrai que parfois il fait vraiment très chaud. Mais en même temps, on est tellement tranquille ici, j'adore ça. Je débranche mon cerveau, je me plonge dans les textes. C'est vraiment parfait pour moi. Là, on est vraiment dans la partie intime de la tombe, c'est-à-dire c'était pas accessible au public. Il faut imaginer que le puits qu'on a descendu tout à l'heure, il était comblé. Et donc, on n'avait pas accès à ces textes. Donc, ces textes-là, a priori, seul le défunt les voyait, mais pas le public. Isabelle Régène se trouve à présent à 20 mètres sous terre. C'est ici que se situe la chambre funéraire de Padi Amenhotep. Vous voilà dans le caveau, la dernière salle de la tombe où se trouvait la momie de Padi Amenhotep. Et là, on est saisi par l'atmosphère vraiment étouffante des lieux.
C'est très humide, il y a un ammoniaque qui pique les yeux. Pas de traces de Padiaménopée. On n'a pas trouvé de traces du sarcophage ni de la momie. La tombe a été épiée sûrement très anciennement. On a simplement quelques petits restes de momies funéraires, c'est tout. Depuis quelques jours, Gaël et Olivier, 2 membres de l'équipe scientifique, travaillent dans ces émanations toxiques. Ils mettent en œuvre la photogrammétrie de la tombe. Gaël est en train de faire un relevé extrêmement précis par photo. Et on va pouvoir recréer un modèle 3D avec une qualité photographique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir à la fois la précision au niveau hiéroglyphique, mais la précision aussi au niveau architectural. C'est un gros travail très intéressant, conditions difficiles, mais c'est un joli terrain de jeu. Le résultat est époustouflant. Parfaitement éclairé, le caveau apparaît. Grâce à ce modèle numérique, l'ensemble des hiéroglyphes et des textes est désormais accessible. On peut même effectuer un voyage virtuel au cœur de la TT33. Emprunter les escaliers, plonger dans les puits, « 2600 ans après la mort de Padiaménopée, sa tombe bibliothèque parvient jusqu'à nous. Le lendemain matin, nous retrouvons Isabelle Régène. Plus facile, ouais. Elle s'apprête à effectuer un vol en montgolfière, au-dessus de la vallée des Rois. Ouais, exactement, on est là. D'accord. En face, on voit Thiepsou derrière. Elle souhaite photographier depuis les airs l'environnement de la TT33. Là, en face, vous avez donc la vallée des Rois. Et un petit peu devant, vous avez la tombe de Padiaménopée. Donc là, on est sur la rive ouest du Nil. Donc le Nil, il se trouve ici. Vous avez toute la partie des terres cultivées et la partie désertique, aride, qui commence brutalement avec la fin des champs. C'est juste extraordinaire. La séparation vraiment tranchée entre le vert et le côté désertique, c'est vraiment extraordinaire. La rive ouest est naturellement associée au coucher du soleil, donc aux morts. La majorité des nécropoles se trouvent sur la rive ouest. Ici débute une nouvelle ère, une nouvelle époque. Souvent, quand on change de dynastie, les rois vont choisir un nouveau lieu de nécropole. Et ici, ils innovent en choisissant donc la vallée des Rois, dissimulant leur tombe dans les replis de la vallée des Rois. La vallée des Rois commence à être utilisée au début du Nouvel Empire, 1500 ans avant notre ère. Luxor se nomme alors Thèbes. La ville se situe à 700 km au sud du Caire, où se trouvent les nécropoles des premiers pharaons, comme Saqqara. Et bien sûr, les majestueuses pyramides de Gizeh, qui accueillent les rois de la 4e dynastie. Mais c'est à Thèbes, durant le Nouvel Empire, que la civilisation égyptienne atteint son apogée.
pas de pyramide. Les pharaons ont dissimulé leur sépulture au cœur de la montagne. Aujourd'hui, Isabelle Régène a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'étudier les textes de la plus belle des 64 tombes de la vallée. La vallée des rois, c'est le nom moderne, mais en réalité, les Égyptiens l'appelaient la vallée ou le grand champ. Et comme on voit ici, donc, on marche sur ce qui correspondait à l'ancien sentier. Et à chaque fois, dans les flancs de la montagne, on trouve donc des entrées de tombes, des grands couloirs, des grands hypogées qui descendent profondément dans la terre. On est vraiment dans un lieu où on cherche à être discret et justement à essayer de protéger l'intégrité de la tombe. Ses collègues n'ont jusqu'à présent jamais pu pénétrer dans cette sépulture fermée au public. On va entrer dans la tombe de Séti Ier. Ça fait 15 ans que j'ai visité cette tombe, c'était déjà exceptionnel à l'époque. Surtout, c'est une tombe très très belle, très grande, et on est très heureux de pouvoir la revoir aujourd'hui. Shukran. Ah, t'as vu, Sylvia? Oui. Le titre des Litanies du Soleil. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait une transition entre le jour et la nuit, puisqu'on est à l'entrée de la tombe et qu'on est en fait entre la lumière et l'obscurité. Donc là, on a le soleil de jour, le scarabée, et puis le soleil de nuit, qui est donc un homme à tête de bélier. On est en train de progressivement de changer de monde, laisser le monde des vivants pour aller dans le monde des morts. Voilà les couleurs, les heures de l'âme droite, avec un serpent à 3 têtes. C'est incroyable. Au pied du premier escalier, les architectes ont imaginé un stratagème pour protéger la sépulture. Ça, c'est ce qu'on appelle le puits de Sokar. En fait, il est associé au dieu Sokar, au dieu des profondeurs. Puis, à l'origine, donc, le mur était bloqué, il était muré, il était décoré. Et donc, ça faisait penser aux éventuels pilleurs que la tombe s'arrêtait là et que le puits menait vers le caveau. Oh, c'est magnifique. Oh, regarde d'abord le soleil. Hein. Oh. Il pénètre à présent dans la première grande salle, au décor éblouissant. Très impressionnant, c'est magnifique. La qualité de conservation, les couleurs sont sensationnelles, c'est superbe. Vous voyez ici la chouette, là par exemple les ailes avec les petites plumes ou les détails du serpent, la qualité des reliefs, les couleurs, les scènes, les styles, c'est quelque chose de magnifique qu'on ne trouve pas ailleurs. Sur les murs se déploie le livre des portes, un texte sacré qui associe l'âme du défunt au soleil. Comme lui, elle va voyager sous la terre durant la nuit pour renaître au matin. Il y a à la fois des guides pour la survie après la mort, et il y a aussi la description de tous les habitants et du monde inférieur, sa géographie, sa topographie, pour que le roi puisse justement se diriger. Il faut passer par là, devant telle porte, tel gardien, dire son nom, et on a besoin de connaître ça pour pouvoir survivre dans l'au-delà. Dans la salle suivante se trouve la fresque emblématique de cette tombe. Elle est cachée dans cette niche. Voici la vache céleste. J'imagine l'émotion des premiers explorateurs qui sont rentrés comme ça en baissant la tête et qui tout d'un coup se sont retrouvés face à cette scène magnifique. La vache céleste que l'on voit ici, c'est l'image de la voûte céleste. Et donc il y a le dieu Chou qui soulève cette voûte céleste. Chou, c'est l'équivalent de l'air. Et on a aussi 8 petits dieux que l'on voit ici, qu'on appelle les dieux et qui sont des piliers qui vont aider à tenir la voûte céleste.
Donc en fait, ce livre raconte comment l'équilibre du monde a été instauré. Passé la dernière salle, dite des 6 piliers, voici enfin la chambre funéraire. Avec son superbe plafond astronomique. Il représente le ciel de nuit, avec ses étoiles et ses constellations. Élaborées il y a plus de 3000 ans, ces peintures sont les mieux conservées de la Vallée des Rois. On est vraiment dans la partie la plus intime de la tombe, puisqu'il faut imaginer que se trouvait ici le sarcophage du roi, sarcophage en calcite, donc blanc, brillant, avec des signes bleus, aussi en faïence qui brillait, qui était vraiment magnifique, qui, hélas, aujourd'hui se trouve à Londres parce qu'il a été emporté par un explorateur italien qui a découvert la tombe en 1817, Giovanni Belzoni. Quand il découvre la tombe de Séti Ier, l'archéologue italien est impressionné par la beauté du décor. Mais déception, tous les objets funéraires ont été pillés. Parmi les 64 tombes de la vallée, une seule est restée inviolée. Sa découverte a marqué l'histoire. En novembre 1922, Howard Carter et ses ouvriers découvrent les premières marches d'un escalier qui mène à une tombe royale. En pénétrant dans le caveau, l'égyptologue anglais ne se doute pas qu'il va découvrir le plus grand trésor jamais mis au jour en Égypte. L'archéologue est le premier à pénétrer dans un tombeau royal quasi intact. Tout autour du sarcophage, des milliers d'objets censés accompagner le roi lors de son voyage dans l'au-delà. Ils vont permettre aux chercheurs de mieux comprendre la vie quotidienne des pharaons. Sur les rives de l'antique Thèbes, un autre pharaon a profondément marqué le paysage et l'histoire de l'Égypte antique. Ramsès II. Christian Leblanc cherche depuis plus de 30 ans à percer l'intimité de ce pharaon. Allez, yallah. ويلكم يا مدير. تمام. ايه اخبار الكحيت يا مدير؟ كويس كويس. شغال معاك انا فيها. Ce soir, il traverse le Nil. Il se rend sur la rive ouest du fleuve. C'est là, non loin de la Vallée des Rois, que depuis une quarantaine d'années, il mène ses recherches sur un monument emblématique du pharaon. On a tendance à dire que la rive est, c'est la rive des vivants, la rive ouest, c'est la rive des morts. Mais en fait, ça c'est un peu une idée très généraliste en fait, parce que on se rend compte que sur l'autre rive, on ne va pas que chez les morts. On pourrait dire, je pense, on quitte la rive du Dieu pour aller vers la rive du roi. Le lendemain matin, au premier rayon du soleil, les ouvriers arrivent sur le site. Magash, bon. Mustafa Sayed Ahmed, Rashi Ahmed Genawi, Awad Sabar Awad, Mohamed Mahmoud Sayed Ahmed. Nous sommes en novembre. Et comme tous les ans pendant plusieurs semaines, Christian Leblanc fouille ce monument, le Ramesséum.
Au fil des années, c'est toujours intéressant de voir comment le chantier évolue et de voir que ce temple est en train petit à petit de réapparaître, hein, pour les parties qui avaient disparu, bien sûr. Donc c'est toujours une réjouissance de toute façon d'être là et de voir à chaque matin le soleil se lever et puis éclairer petit à petit ce très beau monument de Ramsès II. La situation du Ramesséum, au pied de la montagne qui abrite les tombes des rois, a longtemps poussé les égyptologues à le considérer comme un simple monument funéraire. Mais grâce aux recherches de Christian Leblanc, on sait aujourd'hui que ce monument était un centre de pouvoir royal, appelé Château de millions d'années. Il y avait deux chantiers prioritaires quand le roi montait sur le trône. Il y avait son temple de millions d'années, là où nous sommes aujourd'hui, et la tombe royale, dans la vallée des rois. Il se met en activité tout de suite, ce temple, et même d'abord, avant même qu'il ne soit complètement achevé. Donc on voit très bien qu'il y a toute une organisation qui se met en place ici, une organisation cultuelle, bien entendu, mais aussi administrative, économique, et même, je pourrais dire, socio-culturelle. Ici, tout est organisé afin d'exalter le pouvoir du roi, jusqu'à la démesure, comme en témoigne ce colosse aujourd'hui à terre, avec ses 1200 tonnes de granit et ses 20 mètres de haut. C'est la plus grande statue jamais sculptée dans l'Égypte antique. Et là, on est dans une période de l'histoire égyptienne où la grandeur de ses règnes était justement à la hauteur de ses statues. Cette statue, elle provient des carrières d'Assouan, donc à peu près 220 km au sud de Luxor. Et alors, il a fallu bien sûr la débiter dans les carrières d'Assouan. Ensuite, il a fallu le transporter jusqu'au port d'Assouan qui allait permettre son embarquement finalement pour venir jusqu'à Thèbes. Grâce aux fragments retrouvés sur place, l'équipe de Christian Leblanc a pu la restituer en images de synthèse. La voici dans toute sa splendeur. Ramsès y est représenté sous sa forme divine. Mi-homme, mi-dieu. Ramsès II apparaît dans l'histoire égyptienne comme une grande figure, un roi soleil. On l'a parfois comparé d'ailleurs à Louis XIV, hein, en fait. Ça a été un roi bâtisseur, mais ça a été aussi un législateur, ça a été un militaire de talent. C'est un personnage emblématique, il faut le dire, pour l'histoire de l'Égypte ancienne. Tout autour du temple, un ensemble de bâtiments économiques a été mis au jour. C'est le plus important jamais découvert en Égypte. Ici, s'élevaient des magasins et des entrepôts. Il y avait tout un ensemble de bâtiments qui étaient voûtés et qui recevaient, bien entendu, des denrées ou des produits. Tout arrivait par bateau, donc au port du Ramesséum. Ensuite, c'était livré, si vous voulez, il y avait des porteurs qui acheminaient les jarres au fur et à mesure dans les magasins ou dans les celliers. Et puis, il y avait bien entendu un enregistrement qui se faisait. Donc, il y avait tout un personnel qui était en place, bien sûr, dans ce monument. Il y a un personnel qu'on peut considérer comme important. Il y avait un directeur du trésor, il y avait des professeurs qui enseignaient à l'école, il y avait des cuisiniers, des boulangers. Donc, on avait là tout un ensemble de fonctionnaires qui étaient rattachés à ce pouvoir central. Voici la restitution de ce château de millions d'années. Les entrepôts et les magasins, construits en briques crues, se répartissent tout autour du temple. C'est le lieu de stockage des denrées et le site administratif. L'ensemble est protégé par de hauts murs. Autour de cette clôture, une allée processionnelle, bordée par des sphinx. Au centre du site, le temple. C'est ici que se déroulaient les cérémonies. C'est le cœur du Ramesséum. Il n'était accessible qu'à une poignée de prêtres et d'initiés.
Dans cet espace sacré, tout doit être décodé aujourd'hui encore. Un défi que Philippe Martinez relève depuis plus de 20 ans. Il est spécialiste des textes et des symboles de l'Égypte ancienne. C'est un roi qui est entouré de bandelettes, et le fait d'être entouré de bandelettes en Égypte, c'est pas qu'on est mort, c'est aussi le fait qu'on est divinisé. Parce qu'en fait, il faut envisager ces corps bandelettés comme, je dirais, des chenilles qui sont en train de se transformer en papillons. On est véritablement au niveau d'un cocon qui manifeste la métamorphose du roi. Et sur cet axe-là, qui est l'axe de la divinité, sur lequel le roi va progresser, eh bien en fait, il va subir les différentes étapes de sa métamorphose. Le but, c'est qu'on ait un roi qui passe du roi terrestre actif qui règne au roi qui va être actif parmi les dieux pour l'éternité. Alors ici, on change de niveau, c'est plus ou moins imperceptible, mais on quitte le monde où se croisaient la royauté et la divinité pour aller vers un élément important du temple, c'est ce qu'on appelle la grande salle hypostyle. En progressant dans le temple, Pharaon va peu à peu se transformer. Il pénètre dans une suite de petits univers sacrés, comme cette salle des colonnes. Elle symbolise un marais dans lequel le monde serait né. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve dans un espace qui est beaucoup habité par des colonnes, mais des colonnes qui sont de formes différentes. On va avoir sur l'axe central des colonnes papyriformes qui sont ouvertes, qui sont plus grandes que les autres. On peut dire qu'en fait, on est dans une forêt de pierre. Et sur les côtés, on va avoir des colonnes plus petites qui sont, elles, fermées. Grâce au travail de Philippe Martinez, nous avons pu restituer cette salle. Les rayons du soleil venaient caresser les piliers centraux et ouvrir les fleurs de papyrus. Alors que plongés dans l'obscurité, les autres restaient en bouton. Passé cette salle des colonnes, Ramsès II parvenait dans l'espace le plus sacré. Derrière cette porte se trouve le Naos, la statuette du dieu. Posée dans une barque, voici la représentation d'Amon. Les archéologues pensent que le roi touchait la statue pour en puiser la puissance et achevait ainsi sa transformation. Au bout de ce parcours, Ramsès II devenait donc l'égal des dieux. C'est en tout cas l'hypothèse de Philippe Martinez, qui s'appuie sur l'étude d'un autre monument. Voici le temple de Médine-Tabou, dédié à Ramsès III. Dans une chapelle, l'archéologue a trouvé la confirmation qu'il cherchait. Alors, au cœur de la chapelle, on retrouve Ramsès III, qui est le roi actif. Il fait des offrandes devant une barque sacrée. Et cette barque sacrée, elle nous montre au niveau de sa poupe, en fait, une figure humaine. C'est un roi qui a été divinisé. Et ce roi, en plus, on a le nom, c'est Ramsès II. Donc, dans le temple de Ramsès III, on retrouve la barque sacrée de Ramsès II, qui est devenu lui-même un dieu. Il est le roi divinisé, le roi céleste, qui travaille avec les dieux. Au nord de l'Égypte, c'est une autre histoire qui se dévoile. À Alexandrie, une équipe d'archéologues français tente depuis plus de 20 ans de redonner vie à l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. Le célèbre phare d'Alexandrie. Avec 4,5 millions d'habitants, la cité est la 2e ville du pays après le Caire.
L'archéologue Isabelle Herry travaille ici depuis plus de 20 ans. Elle s'est peu à peu habituée à ce rythme chaotique. C'est toujours le bazar. Enfin, sauf entre 2h du matin et 6h, et encore 5h peut-être, avant la prière, quoi. Avec les klaxons, le trafic infernal. Je m'y suis faite. Après, j'imagine que tout le monde ne s'y fait pas. Il y a des gens qui supportent pas le niveau sonore. En fait, c'est beaucoup trop bruyant et il y a des gens qui craquent complètement à cause du niveau sonore. Et puis, c'est une ville. Donc, c'est à 100 à l'heure en permanence. Donc, il faut tout le temps être là, prêt. On est dans la droite lignée de ce qu'était cette ville, probablement. Au moins à l'époque gréco-romaine, on a comptabilisé environ 500 000 citoyens à l'époque. Donc la deuxième ville de la Méditerranée après Rome. Aujourd'hui encore, la ville garde la mémoire de cette splendeur passée et de son père fondateur, Alexandre le Grand. En 334 avant notre ère, Alexandre, roi de Macédoine, entame ce qui sera l'une des plus grandes épopées militaires de l'histoire. Il pénètre en Perse et après les grandes batailles de Granique et d'Issos, entre en Égypte en décembre 332 avant notre ère. C'est lors de ces quelques mois passés sur les terres des pharaons qu'il fonde Alexandrie, avant de reprendre la route de l'Est et d'achever ses conquêtes au Proche-Orient. Pour fonder sa cité, le choix d'Alexandre se porte sur des terres désolées, à l'ouest du delta du Nil, entre des marais insalubres et la mer. C'est le général lui-même qui aurait décidé du plan de la ville. Elle s'organise suivant un schéma orthogonal. De grandes rues se croisent et forment un damier. Alexandre imagine un modèle d'urbanisme révolutionnaire pour l'Antiquité. Une cité moderne qui accueillera les plus grands savants du monde. Les visiteurs de l'époque sont stupéfiés par les dimensions de la cité. Les rues peuvent atteindre 30 mètres de large. C'est Ptolémée Ier, un général d'Alexandre, qui achève la construction de la cité. Il érige des palais royaux et de grands temples. Partout s'épanouissent de magnifiques jardins. À l'ouest, un heptastade, une chaussée construite sur une digue, permet de relier une petite île au reste de la ville. Cette île se nomme Pharos. Elle va donner son nom à l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. Un monument mythique, construit sur ses côtes, le phare d'Alexandrie. Les gravures et les dessins qui le représentent sont nombreux. Tout au long de l'Antiquité, les visiteurs qui le découvrent sont fascinés par l'ampleur du monument. Au fil des années, le phare devient un mythe. On dit qu'il mesure plusieurs kilomètres de haut. On le compare à un dragon crachant du feu. On le représente même sur des pièces de monnaie. Malgré sa disparition, certainement lors d'un tremblement de terre au XIVe siècle, la légende du phare d'Alexandrie a traversé les siècles. Ce matin, Isabelle Herry rejoint la presqu'île de Pharos. Sur cette bande de terre, depuis le XVe siècle, s'élève une forteresse mamelouk, le fort Qaitbay. Lorsque le fort est construit, le phare a totalement disparu depuis un peu plus d'une 50aine d'années. En fait, la dernière mention de la présence des ruines sur cet îlot date de 1435. On a un voyageur qui passe et qui dit qu'il ne reste qu'un tas de ruines à cet endroit. Et on suppose bien que c'était déjà le phare, enfin que c'était encore le phare.
On a fait le tour évidemment du fort pour voir si on pouvait trouver des indices de l'emplacement de l'ancien phare. On s'est rendu compte donc que dans le donjon, il y avait des blocs en granit qui avaient été réemployés dans la construction. Alors, on a supposé que ces blocs en granit pouvaient avoir été empruntés aux ruines du phare. Mais ce qui a vraiment été décisif, ça a été l'observation de cette porte, de découvrir que dans le fort, on avait réemployé des blocs en granit alors qu'on ne savait plus tailler le granit. Donc on voit très très bien d'ailleurs sur ces blocs qu'on les a quasiment récupérés tels quels. Sans d'ailleurs trop savoir dans quel sens les disposer, puisque là on a affaire à une base de statue qui a été posée à l'envers. Là on a un bloc cubique qui n'a plus franchement de destination. Et ici on a donc 3 pièces en granit qui ne sont pas franchement taillées mais qui ont été disposées dans la forme d'une porte. On s'est dit le phare ne doit pas être très très loin étant donné qu'on a ces pierres à cet endroit-là. En 1994, au pied du fort Kite Bay, l'équipe française effectue ses premières plongées. Les vestiges du phare sont bien là. Pour Isabelle Herry et l'équipe de plongeurs, un travail gigantesque de relevés et d'études commence. Près de 20 ans plus tard, le chantier continue. Les équipes de plongeurs se succèdent afin de cartographier ce site gigantesque. Dans la zone, dans la zone du Naos, oui. Donc vous avez levé... Et... Depuis le début des fouilles, 3000 blocs ont été répertoriés. Là, c'est les 1003. On regarde la carte du site parce que quand on organise le travail pour les plongeurs sous l'eau, il faut ensuite se repérer, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on va aller plonger. Et sur le site sans carte, autant dire qu'on va nulle part. Hein. Avec une visibilité à 2 mètres, si on n'a pas de carte, c'est même pas la peine. Voilà. On l'a fait sortir en fait. Il était coincé entre ces 2 blocs. Mohamed El Sayed est l'un des meilleurs connaisseurs de ces fonds marins. Aujourd'hui, avec son équipe, il doit désensabler un bloc pour le photographier. Ça fait 22 ans que je plonge ici et je me suis jamais ennuyé en fait. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Quand on plonge tous les jours, on découvre toujours des nouvelles choses. Ça, c'est l'idéal en fait. Les plongeurs se mettent à l'eau juste au pied du fort. Le site s'étend de la bouée jaune qu'on voit là-bas jusqu'à la digue en retour, qu'on voit ici, sur une distance de 300 mètres. C'est un site immense, c'est un site qui fait, pour la partie bloc, 1,3 hectare, mais qui est probablement beaucoup plus vaste sous le sable. Par temps calme, par mer d'huile, ce qu'on appelle, on voit très très bien les blocs sous l'eau. Voici le bloc que les plongeurs doivent étudier. Une fois attachée, la pièce est soulevée grâce à un parachute rempli d'air. Désensablée, la pièce est nettoyée. Avant d'être photographiée. Ces photos permettent de référencer les pièces et de les modéliser. Et voici le résultat. Un outil numérique qui donne la possibilité aux archéologues d'accéder directement aux blocs sous-marins.
L'étude de certains de ces éléments, comme ici ces longues pièces de granit qui apparaissent, a été déterminante pour commencer à comprendre l'architecture du bâtiment. En associant ces blocs, comme dans un puzzle, Isabelle Héry a pu reconstituer l'une des portes du phare. Cette porte a permis de mettre en évidence une figure géométrique élémentaire. Un triangle. Selon l'archéologue, il aurait servi d'étalon pour la mise en œuvre des plans du bâtiment. En répétant cette figure, on donne naissance à la base carrée et aux 4 côtés du bâtiment. Développé en élévation, on obtient sa hauteur. Les archéologues savent, grâce aux textes anciens, que le phare était constitué de 3 étages. Voici le second, octogonal. Et enfin le 3e. Après tant d'années de recherche, un modèle de phare compatible avec les dernières découvertes archéologiques apparaît enfin. Mais une question reste en suspens. Quel était son décor? Pour répondre à cette interrogation, Isabelle Héry étudie des vestiges mis au jour en 1996. Cette année-là, des dizaines d'éléments de décors monumentaux sont sortis des flots. Les autorités égyptiennes organisent même un événement. Elles profitent de la visite de Jacques Chirac pour remonter à la surface une merveille. La tête d'une statue colossale. Ce colosse trône aujourd'hui au centre d'Alexandrie. Son buste et d'autres éléments ont été retrouvés, permettant de le compléter. Vous voulez te voir? Tu vas peut-être le voir. Est-ce qu'il voulait te voir? Ok, donc là tu pilotes l'appareil, tu es en haut de la perche depuis le téléphone. Ce matin, Isabelle et un membre de son équipe prennent des photos. L'archéologue mène actuellement un travail sur la statuaire retrouvée sur le site. On a pu composer une galerie de portraits de 9 statues. Donc cette statue colossale qui marche avec une autre statue féminine, une reine en Isis, et au moins 4 autres grandes statues d'environ 6 mètres de haut, donc également statues colossales, dont on essaie de comprendre la relation, le lien avec le bâtiment, avec l'architecture. Donc on essaie de comprendre où elles étaient disposées. Là, on voit effectivement que les lèvres sont légèrement entrouvertes. Grâce à l'étude des détails de la statue, les archéologues ont pu déterminer l'identité du personnage représenté. Alors on voit que la statue a été quand même très endommagée, c'est-à-dire qu'elle était posée sur le dos et des siècles d'érosion ont gommé partiellement les traits du visage. Mais bon, on voit quand même dans la volumétrie des choses qui restent. Il a les attributs d'un Ptolémée. L'œil est encadré par un bourrelet sourcillé qui est assez typique des représentations du Ptolémée Ier. Et il a un certain nombre de caractéristiques qu'on ne trouve jamais, évidemment, sur les pharaons. Les mèches qui débordent du diadème, ça c'est typiquement grec. Le diadème, donc la couronne grecque, qui indique qu'on a affaire à un sculpteur grec, en tous les cas une interprétation grecque de la sculpture égyptienne. Nous sommes donc face à une représentation de Ptolémée Ier, le général d'Alexandre devenu roi d'Égypte. C'est lui qui a ordonné la construction du phare. On pense qu'une série de statues colossales, dont ce Ptolémée, était disposée autour du monument.
Cette restitution en 3 dimensions intègre toutes les découvertes les plus récentes et les dernières hypothèses de décor. Au premier étage du bâtiment, des cornes de brume en forme de triton. Au deuxième étage, des feux suspendus allumés à la fin du jour. Des miroirs positionnés autour en amplifiaient la lumière. Dernière hypothèse en date, une statue de Zeus en sauveur surmontait le phare. Grâce au patient travail des archéologues, le phare semble se dresser à nouveau au bout de la presqu'île de Pharos. Comme si, à la nuit tombée, ces feux guidaient encore les navigateurs vers la grande cité d'Alexandre.